donc nous sommes en 2040, vous voyez, j'ai un chat dans la gorge. La France est totalement en faillite. Le siège de l'UNESCO a quitté Paris pour Berlin. Même Airbus a abandonné son siège de Toulouse au profit de Hambourg, après avoir été sauvé par l'Europe et l'Allemagne en 2025. Le pays, la France, s'enfonce dans la faillite. 65% des jeunes sont au chômage. Le franc a perdu 80% de sa valeur. Et oui, parce qu'on est revenu au franc. Et les institutions politiques de la 6e République ne peuvent plus grand-chose. Alors, tel un pompier, c'est un Béninois, Alassane Bono, premier Africain à diriger le FMI et qui dirige la mission censée sauver la France, vient à l'hôtel Ritz à Paris où il y arrivera bien des déboires. Alors tout cela, ça pourrait être le scénario d'une super production hollywoodienne ou d'un film d'anticipation primé au César. Que nenni, le scénario est signé, le livre, la fiction est signé Nicolas Bavray. Donc bonjour à vous Nicolas Bavray. Bonjour. Votre dernier ouvrage qui sort ces jours-ci, Lettres béninoises chez Albin Michel. Alors à l'heure où le taux de pauvreté en France dépasse les 14%, où la défiance envers les institutions grandit, où la colère s'exprime comme hier encore chaque jour un peu plus dans la rue, osons-nous poser la question que vous êtes un Cassandre, un oiseau de mauvais augure, ou que définitivement vous assumez quand même cette fois-ci, Nicolas Bavray, d'être un décliniste en chef. Après tout, vous publiez en 2003 La France qui tombe. Ces lettres béninoises auraient pu s'appeler « Ça y est, la France est tombée ». Non, j'allais dire pas du tout. Ce qui est vrai, c'est qu'en 2003, avec La France qui tombe, mais avant il y avait eu les 30 piteuses, d'une certaine manière, j'avais été parmi les premiers à faire le constat de ce qui se passait dans notre pays. Ensuite, j'ai essayé d'écrire plusieurs livres qui étaient consacrés aux solutions et qui ressemblent d'ailleurs assez fortement à ce que disent aujourd'hui le FMI, l'Union européenne, ou même à ce que vient d'annoncer comme programme de redressement, mais on attend qu'il passe aux actes, le président de la République. L'idée, c'était de faire un livre différent parce que, comme vous l'avez dit, c'est un conte politique et moral et qui se passe en 2040, donc avec une dimension d'anticipation. Et l'idée, c'est pas comme dans tout conte moral, il y a de fait une morale. Et la morale, parce que le tableau n'est pas manichéen dans cette France de 2040, effectivement... C'est quand même la cata. Oui, mais il y a des Français formidables qui réussissent dans le monde entier comme aujourd'hui. Ben il y a un certain nombre de... Daft Punk avec Get Lucky au Grammy Exactement. Awards. Ils sont versaillais. Ou encore l'équipe de France de handball, si on veut prendre des événements extrêmement récents. Donc, il y a beaucoup de Français. Regardez, par exemple, aujourd'hui, la France numérique, chez nous, elle n'y arrive pas, mais la Silicon Valley française, elle est à San Francisco. Vous avez 600 entreprises là-bas qui sont dirigées par des Français, plus de 6000 ingénieurs français qui font la fortune de la Silicon Valley. Donc, il y a des régions aussi dont je montre qu'elles ont réussi à s'organiser, par exemple le Sud-Est, en vivant avec la Suisse, l'Italie du Nord ou l'Allemagne du Sud. Donc c'est pas un tableau manichéen. La morale de ce livre, c'est de bien montrer qu'aujourd'hui, effectivement, quand on prend toute une série d'indicateurs, on voit très bien que tous les indicateurs de danger pour notre pays s'allument, y compris sur le plan politique et social, et avec des évolutions, une tentation de la violence qui me préoccupe beaucoup. Vous ne seriez pas allé hier à la manifestation Jour de colère, place de la Bastille, où jamais. Une pluie glaciale je pense que est tombée. Chaque fois que dans une démocratie, on laisse la bride à la tentation de la violence, on prend un risque énorme, quel que soit le camp qui se croit en situation ou en droit de le faire. En tout cas, ce qui est important, et ce que j'essaie de montrer pour la France, mais aussi pour l'Europe et pour les émergents, c'est que rien n'est jamais écrit, et donc, en réalité, notre avenir, en bien ou en mal, ne dépend que de nous, et l'idée, c'est de bien montrer qu'il faut maintenant que nous changions vite, et sans attendre 2040, pour essayer de surmonter les épreuves que notre pays affronte dès maintenant et qui risque évidemment de se renforcer si nous ne faisons rien. Alors évidemment, lettres béninoises, on pense tout de suite assez rapidement à Montesquieu et ses lettres persanes, et on voit bien que la question que vous posez au fond pourrait être comment peut-on être français, en tout cas en 2040. De temps en temps, les personnages à qui vous donnez de la voix, comme une première ministre britannique, Madame Marley, ou une première chancelière allemande, Madame Ursula Walala, au fond, chacun dit, voilà, Walala, elle dit « La France est notre croix, la France est un pays merveilleux, habité par des gens épouvantables ». On se dit aussi qu'il y a quand même une petite pointe d'Orwell dans votre livre, Nicolas Bavray.
Alors, il y a une pointe d'Orwell pour ce que j'indiquais, c'est-à-dire que la grandeur d'Orwell, c'est qu'il a écrit son livre en 1949, et que, donc son livre 1984, et qu'il l'a écrit pourquoi? Il l'a écrit, et Big Brother était là justement pour désarmer la possibilité du totalitarisme. Évidemment, pas du tout en expliquant que c'était inéluctable. Et la force d'Orwell, c'est que, encore aujourd'hui, 1984 est effectivement passé, mais quand on a la NSC, et le problème des écoutes, Big Brother est revenu immédiatement. C'est dire la puissance de ce qu'il avait inventé, et d'ailleurs la puissance également du contrepoison qu'il avait inventé, puisque, y compris aux États-Unis, le président Obama, c'est peut-être pas parfait, mais a décidé qu'il allait apporter un certain nombre de changements au mode de fonctionnement de la NSC. Donc c'est vrai que la dimension de l'anticipation, elle permet d'avoir un élément de satire, un élément de grossissant, mais elle est là aussi pour permettre de désarmer les difficultés qui se présentent et de trouver des antidotes à un certain nombre de risques. Donc, voilà ce que, effectivement, pour le côté Orwell. Pour le côté Montesquieu, il y a effectivement les lettres, il y a la dimension satirique, et puis l'effet de distance géographique entre le Bénin et la France, comme avant le persan qui regardait la monarchie de droit divin. J'ai rajouté une dimension d'anticipation qui, là, est différente. Alors, anticipation, mais tout de même, qui pourrait faire trembler, parce que votre France de 2040, elle est pire que la Grèce de 2014. Oui, mais aujourd'hui, je n'ai rien inventé. Faillite complète. Non, mais je n'ai rien inventé. Le FMI propose de la restructurer, mais tout le monde s'y oppose. Non, mais je n'ai rien inventé parce qu'aujourd'hui, la France est une grosse Grèce potentielle. Un pays qui est en croissance zéro, qui a un chômage qu'on n'arrive pas à contrôler, qui n'arrive plus à faire rentrer l'impôt puisqu'on a 11 milliards de moins-value fiscale. Et qui croit beaucoup trop en l'État, dites-vous. Ça, qui a des dépenses publiques qui augmentent de 3% par an et qui a une dette qui va dépasser les 100% si on n'arrive pas à reprendre le contrôle des finances publiques, très franchement, ça ne peut se terminer que par une restructuration. Mais là encore, les choses ne sont pas fatales. Il est possible aujourd'hui d'arriver, mais on est vraiment à la limite. D'ailleurs, c'est ce qu'a compris, y compris le président de la République. Alors, est-ce que du coup, d'ailleurs, votre livre, il ne faudrait pas, à la limite, presque le retirer et le réécrire un peu à la lumière, au fond, de ce que le président de la République a promis lors de sa conférence de presse pour redresser la France, notamment dans le partenariat avec les entreprises? Alors, je ne crois pas, c'est une forme de contre... C'est vrai que les annonces du président de la République, elles sont, de mon avis, elles vont vraiment dans la bonne direction. Donc, d'une certaine manière, c'est dommage qu'il ait fallu autant de temps pour qu'un président de la République annonce qu'on allait s'occuper la priorité absolue à la compétitivité aux entreprises. Deuxièmement, que le chômage ne pouvait pas être combattu par la création d'emplois publics subventionnés, mais c'était par l'emploi privé. Troisièmement, qu'on allait faire 50 milliards d'économies en 3 ans sur les dépenses publiques. Et quatrièmement, qu'on arrêtait de vouloir contester la pseudo-hégémonie de l'Allemagne ou organiser une Ligue du Sud contre Berlin, mais qu'on allait travailler avec les Allemands pour essayer de stabiliser durablement l'euro. Je n'ai rien à redire à ça. Le seul problème, c'est que pour l'instant, ce ne sont que des mots. Et donc, il y a 4 problèmes qui vont se poser. Premièrement, est-ce que cette ligne va vraiment être maintenue? Or, on a vu que, par exemple, sur les départements, M. Hérault a dit qu'on n'allait pas toucher aux fonctionnaires. Or, sur les 1125 milliards d'euros de dépenses publiques, si on ne touche pas aux fonctionnaires, on ne peut pas y arriver. Donc, il y a le problème de la ligne, il y a le problème des mesures concrètes, du pacte de responsabilité. Quel financement, quelle contrepartie effective des entreprises. Ensuite, il y a le problème des forces économiques et sociales qui soutiennent, pour l'instant, il n'y a que le patronat, paradoxalement. C'est un président de gauche qui n'est soutenu que par les patrons. Et enfin, il y a le problème du gouvernement. Est-ce qu'on peut conduire ce virage, qui est un virage à 180 degrés, il faut être clair, avec les mêmes hommes et les mêmes femmes qui ont fait exactement l'inverse pendant les 20 derniers mois. Et je pense que c'est comme en 83, il faut changer assez rapidement cette équipe si on veut donner de la crédibilité à l'ensemble. Donc voilà, sur les mots, c'est très bien. Sur les actes, tout reste à faire. Et la politique, il ne faut jamais oublier que, oui, le discours est important, les symboles sont importants, mais c'est avant tout l'action dans l'histoire. Oui, et puis vous avez l'air de montrer, au fond, que le président de la République, en 2040, est quelqu'un qui se gargarise de bons mots, mais qui, au fond, là aussi, se cache la face. Il ressemble à qui, votre président de la République 2040? Alors, on lui voit un petit air de François Hollande, vous dites non, mais il n'y a pas de, qui aime plaisanter. Il n'y a pas de clé sur des individus. Ce qui est vrai, c'est que, là encore,
il suffit de regarder. Moi, j'ai... Si, il y a des clés quand même un petit peu, il y a bien une sûr. Histoire, non, mais il y a une histoire longue. Alassane Bono, c'est un peu Ouattara et un peu le chanteur Bono, notre béninois du FMI. Il y a tout de même quelque chose, après tout, que vous prédisez là comme un Cassandre, dont on ne se réjouit pas que vous le prédisiez. C'est qu'il y aura forcément une alternance un jour ou l'autre avec le Front National. Ouais, là encore, les choses sont logiques. Si j'ai une droite qui fait le jeu du Front National en souhaitant se retrouver au deuxième tour contre elle, si j'ai une gauche qui fait le jeu du Front National en espérant se retrouver au deuxième tour contre elle, les deux partant de l'idée que le Front National ne peut pas gagner une élection importante, il est clair que le Front National va tôt ou tard gagner des élections importantes. Et si par ailleurs je n'ai aucune solution au cœur de la crise française qui est le problème économique et social, là, de temps en temps, la politique est mécanique. Donc, c'est pas très souvent, mais c'est de la logique pure et inéluctable. Déjà, aux européennes, pour l'instant, on voit qu'il y a une probabilité très forte pour que le Front National soit le premier parti de France à ces élections européennes. En France, on considère que ce sont des élections qui n'ont aucune importance, mais d'abord, c'est pas forcément exact, et ensuite, il faut pas oublier qu'il y a une dimension de l'étranger. Si vous regardez pas seulement le commentaire des journaux, mais si vous lisez la note de Moody's qui maintient la notation française, regardez, dans la note c'est la une du Figaro de ce matin. Hein. Moody's met la France sous pression. On pourrait croire que Moody's c'est écrit par vous. Hein. C'est quasiment dans votre livre. Non, mais Moody's ne dégrade pas la France. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique qu'on maintient cette notation pour des facteurs qui sont purement extérieurs, c'est-à-dire des taux d'intérêt faibles grâce à la politique monétaire expansionniste des États-Unis et du Japon, et de l'autre côté, une amélioration de la zone euro qui fait que la France est moins exposée à la dette des pays périphériques. Mais Moody's souligne que tous les internes à la France sont des facteurs qui sont aujourd'hui négatifs sur la compétitivité, sur l'incapacité de maîtriser la dépense, mais aussi, et j'en reviens au Front National, sur les tensions politiques et sociales, et ce qu'on disait, le risque de violence. Et c'est intéressant de voir que des agences de notation qui sont toujours soi-disant présentées comme des gnomes des marchés qui ne s'intéressent qu'à des éléments, en réalité, intègrent la dimension politique de manière très forte. Et donc, c'est pour ça que ce que dit Moody's, c'est qu'en revanche, si François Hollande n'arrive pas très vite à mettre en œuvre son pacte de responsabilité, si la dette de la France jouxte les 100%, et si la dynamique de la violence n'est pas enrayée, il y aura une dégradation, et une dégradation forte. Au fond, vous êtes d'accord avec un des traits de l'éditorial de Paul-Henri Dulimbert dans le Figaro aujourd'hui, tout reste à faire et le temps est compté. Oui. Tout reste à faire dans les actes, et c'est vrai que, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Le temps est compté, et c'est pour ça que ce livre essaye d'avoir une dimension d'électrochoc et en s'adressant à tous les publics. Parce que si normalement c'est un livre qui n'est pas un livre technique, c'est pas un livre d'économie, c'est un livre grand public et qui s'adresse notamment aux jeunes, parce que c'est quand même, c'est aussi, j'allais dire, quelque chose qui peut réunir tous ceux qui se trouvent là, un aspect de génération. C'est que c'est vrai que notre pays se trouve maintenant dans une situation extrêmement dure. C'est quand même un problème pour notre génération. Comment est-ce qu'on va laisser ça à nos enfants, ou est-ce qu'on va enfin se retrousser les manches pour remettre notre France d'aplomb? Ce qui vous donne un petit air de chef des pompiers, Michael O'Halloran, dans La Tour Infernale. C'est moi que vous cherchez, colonel? Si c'est vous Duncan, oui. Oui. Vous êtes maître de la situation? Il faut faire évacuer tout ce monde sur le champ. Oh, alors c'est aussi méchant que ça? Il y a le feu, monsieur. Tous les feux sont méchants. Eh bien, j'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant des multiples dispositifs de sécurité que nous avons installés dans cette construction. Nous les savons tous. Écoutez, c'est votre construction, mais c'est notre feu. Toutes ces personnes doivent descendre. Vous ne m'avez pas écouté, colonel. Il est impossible qu'un feu au 81e se propage ici dans ce type de construction. Très bien, je m'en charge. Un instant. Le maire est présent et je peux très bien vous faire rentrer dans le rang, vous savez. Quand il y a un feu, personne n'a rang sur moi. La seule chose qu'il faut éviter, c'est la panique. Je peux le leur dire, mais je préférerais que vous le fassiez. Faites une annonce à vos invités. Dites-leur que la réception va se poursuivre ailleurs, à un niveau à l'abri du feu. Tout de suite. D'aucuns pourraient dire, Nicolas Bavray, que tel que le chef des pompiers Steve McQueen dans La Tour Infernale, il faut l'écouter parce qu'il a raison et que si on ne l'écoute pas, la catastrophe arrivera. D'autres pourraient vous dire, quelques auditeurs taquins nous signalent, dites à votre invité qu'en 2040, le FMI n'existera plus.
Oui, alors j'y crois pas du tout, parce que ça voudrait dire que, et ça, on va sans doute se rejoindre là-dessus, ça voudrait dire que les crises économiques et financières n'existent plus. Or, à mon avis, le 21e siècle, certes, elles seront différentes des crises du 20e siècle, encore que la dernière, celle de 2007-2008, avait quand même des airs de 1930 avec un vrai grand choc déflationniste. Et donc, contrairement à pour que le FMI disparaisse, il faudrait que les crises économiques et financières disparaissent. Or, malheureusement, elles ne vont pas disparaître. Quand on voit aujourd'hui, et ça nous renvoie un peu à Davos, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie reprise, y compris dans les pays développés, mais chacun voit bien que cette reprise, c'est loin d'être un monde qui est aujourd'hui équilibré. Et donc, on a des problèmes de dette publique et privée qui restent énormes, d'où le FMI, on a des problèmes de chômage, on a des problèmes d'inégalité. Donc, tout ceci est loin d'être réglé. Et y compris pour sortir de ces politiques monétaires extrêmement accommodantes, on a tout à fait des risques de choc financier. Donc le FMI, je pense, a plutôt un bel avenir devant lui pour des raisons qui ne sont pas uniquement des raisons sympathiques. On vous retrouve 8h16, c'est l'heure de votre chronique, Brice Couturier. Merci Marc. En 2040, la France est devenue, je cite, le symbole des puissances décadentes et des États faillis. Le pays croule sous les règlements et les taxes, malgré une administration fiscale qui est devenue un État dans l'État pour payer la solde de ses fonctionnaires, les pensions de ses retraités, les maigres allocations de ses millions de chômeurs. Notre pays ne peut plus compter que sur l'aide du FMI, car les marchés financiers ont perdu toute confiance dans la signature de notre État. Le pays que vous décrivez, Nicolas Bavret, est une France qui a préféré la fuite en avant dans les déficits et l'endettement que la remise en question de son modèle. Elle a déjà fait défaut plusieurs fois, elle a quitté l'euro comme le préconise Marine Le Pen, et elle a dévalué à plusieurs reprises, ruinant ses classes moyennes par l'inflation. Durant plusieurs décennies, les Français se sont partagés les dépouilles de l'État-providence qui a cannibalisé l'État régalien, arrivé à la carcasse, ils se dévorent entre eux, écrit votre narrateur. Du coup, au nord et à l'est de Paris se sont développés de gigantesques bidonvilles, des coupe-gorges aux mains de gangs et de mafias qui n'hésitent pas à attaquer les trains et rendent les communications dangereuses. Tandis que le sud-est du pays, autour de Lyon et de Marseille, a organisé au contraire une espèce de sécession en douceur et s'en porte plutôt bien. À Paris, les politiques multiplient les déclarations sur la nécessité de sauver notre modèle social et mieux encore, de l'étendre au monde entier. Mais dans la réalité, l'extrême pauvreté s'étend avec l'extrême insécurité. La France est devenue un musée de la société dirigée et de l'économie administrée, je vous cite, un cas d'école étudié dans les universités américaines de tout ce qu'il faut absolument éviter au XXIe siècle. L'Allemagne, bien sûr, nous a lâchés. Ses dirigeants ont créé une monnaie de l'Europe du Nord pour éviter à leur population d'avoir à payer encore et encore pour nos folies. L'exode des entreprises et des cerveaux, s'il a appauvri notre pays, a fait de Londres comme une seconde capitale française. Nos compatriotes intelligents et travailleurs y font merveille grâce à un système qui leur permet de donner enfin leur pleine mesure. À Paris, on a créé un musée de l'exception française qui fait l'apologie des services publics à la française et de la propagande pour la démondialisation, tandis que les grands plasticiens et riches collectionneurs de la planète se ruent au contraire à la Biennale de Doha, qui est en train de damner le pion à Shanghai comme premier marché de l'art mondial. Alors Montesquieu, vous le disiez tout à l'heure, Marc, avait choisi de se glisser dans la tête d'un sage persan pour critiquer le Paris de la fin du règne de Louis XIV et de la Régence. Vous avez eu l'idée, Nicolas Bavret, d'un directeur général du FMI béninois, car l'Afrique, au milieu du XXIe siècle, aura rejoint par son dynamisme le cercle des pays prospères et influents, pour nous mettre en garde contre le sombre avenir qui nous menace. Vous en avez fait de ce Béninois un amoureux de la France, de sa culture et de sa langue, décidé à la sauver malgré elle. Je laisse le lecteur découvrir s'il y parviendra. Et vous l'avez plongé dans un pays en plein déclin, mais aussi en plein déni, qui ressemble, c'est vrai, beaucoup à la France d'aujourd'hui. Alors la charge est d'autant plus féroce que vous avez manifestement cédé à la tentation d'introduire parmi les hauts personnages rencontrés par votre narrateur des figures qui m'ont paru bien familières et que le lecteur reconnaîtra, contrairement à ce que vous dites, c'est un roman à clé. On voit que votre roman d'économie politique fiction, Lettres béninoises, constitue donc une protestation exaspérée contre une situation française que vous n'avez cessé de dénoncer depuis une quinzaine d'années, avec pas mal d'avance. Mais je voudrais vous faire deux objections.
l'une et l'autre inspirées par le même auteur, et ce sera d'ailleurs une occasion de rendre hommage à cet autre esprit lucide, Jacques Le Sourne, 85 ans, sorti major de Polytechnique en 1948 et actuel président de Futurible. Alors il y a 2 ans, dans son livre Les temps de la prospective, Jacques Le Sourne montrait combien la prédiction de l'avenir à partir des tendances du présent est hasardeuse. L'histoire est faite, disait-il, de plus de discontinuité que de prolongation des tendances du moment. Il existe des ruptures qui changent les règles d'un système et des branchements qui ouvrent des possibilités aux résultats différents. D'ailleurs, montre Le Sourne, les évolutions en forme de droite ascendante ou descendante sont bien moins fréquentes que les courbes exponentielles ou les courbes logistiques. Il n'y a donc aucune fatalité à ce que les tendances actuellement constatées dans notre pays se prolongent identique et inchangé jusqu'en 2040. Plus récemment, c'est sorti il y a quelques mois, le même Jacques Le Sourne a publié un essai de prospective appliquée qui est intitulé « L'Europe à son crépuscule ». Il y démonte un à un les motifs qu'on a de s'inquiéter pour l'avenir de l'Europe. Il est vrai qu'il y annonce que la France, je cite, va continuer à décliner au sein de l'Europe et qu'elle peut devenir, je cite encore, l'homme malade de la zone euro. Mais le problème n'est-il pas davantage européen que français, dans une histoire qui est en train de quitter presque inexorablement, dans une Europe qui est en train de quitter presque inexorablement la scène de l'histoire, pourquoi donc la France devrait-elle échapper au destin commun? Nous dominions la planète il y a 100 ans, le temps n'est-il pas venu de laisser à d'autres, Chine, Inde, Brésil, de nous montrer ce qu'ils peuvent bien faire du monde? Ce que la Chine fera d'ailleurs ce soir au Grand Palais, Brice Couturier avec force DJ et ballet devant le Premier ministre. Cérémonie organisée entre autres par l'ancien ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabre ce soir au Grand Palais. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Réponse aux objections de Brice Couturier, Nicolas Bavret. Alors, je suis doublement d'accord avec Jacques Le Sourne, c'est-à-dire que, d'abord, c'est pas un livre de prospective. Ça a été indiqué, je ne prétends pas. J'écris pour éviter que ce qui est raconté dans ce livre se produise. Et là où Jacques Le Sourne a raison, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité au déclin, mais il n'y a pas de fatalité au redressement non plus. Je prendrai un exemple historique. L'Argentine, dans les années 30, l'Argentine fait partie des 10 premières puissances économiques du monde. Aujourd'hui, elle a complètement quitté le radar et elle se trouve dans un état épouvantable, et un peu comme la France, pour des raisons économiques, mais surtout pour des raisons profondément politiques. Et l'Argentine n'est pas prête de revenir dans les 10 premières puissances économiques du monde. Donc, c'est l'idée selon laquelle, parce que tout va très mal en France, ça va forcément aller mieux parce que, je cite, on va toucher le fond de la piscine. Réponse de l'histoire, non, ça peut, on peut continuer à couler si on ne se bouge pas et de manière urgente. Donc, pas de fatalité pour la France, pas de fatalité également pour l'Europe. Et je crois que, si vous voulez, aujourd'hui, on constate qu'il y a certains pays d'Europe qui se portent extrêmement bien, qui ont réussi à se repositionner dans la mondialisation. L'Allemagne, évidemment, mais aussi un pays comme la Suède. Le Royaume-Uni est en train aujourd'hui également de repartir. Donc, votre tribune dans le Figaro d'aujourd'hui vante le redressement du Royaume oui, de la Grande-Bretagne. Si vous voulez, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas de modèle. Chaque pays doit trouver sa voie dans la mondialisation et doit le trouver à partir de ses propres forces. Donc on ne peut pas importer ce qui a été fait. De même qu'on n'exporte pas la démocratie, on n'exporte pas le redressement. C'est à chacun, avec ses forces et ses atouts, d'y arriver. Le continent européen, c'est vrai qu'il souffre. Il a des problèmes de démographie, il a des problèmes de faible croissance, il a des problèmes d'un euro qui est trop fort. Mais à l'inverse, il conserve des atouts qui sont formidables en termes de... C'est le privilège de ces grandes zones développées, c'est-à-dire qu'il y a du capital humain, financier, mais aussi immatériel, considérable, et qui sont des grandes forces dans le XXIe siècle. Et l'autre aspect de l'Europe aujourd'hui qu'il faut rappeler dans ce moment où tout le monde, effectivement, beaucoup de forces se rassemblent pour mépriser et condamner cette Europe, c'est que c'est une aventure d'intégration qui reste absolument exceptionnelle et qui sera importante pour le XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que, comme je le dis, on sort du monde où le Nord était en déclin, le Sud était promis un avenir radieux, tout ça c'est faux. En réalité, chacun, continent ou pays, réussira ou échouera en fonction de sa capacité à produire de manière compétitive, mais surtout à continuer à se réformer et à s'adapter, mais aussi à coopérer, parce que dans ce monde, il y a très peu d'États qui seront à la dimension de l'histoire universelle. Thierry Pêche.
Oui, alors avant de présenter moi-même mes objections, je voudrais rendre hommage à deux caractéristiques de Nicolas Vavray. D'abord, il a le souci de son pays, comme moi, et donc ça, c'est un point qu'il faut vous rendre. Et deuxièmement, vous avez une discipline de débat qui fait de vous un interlocuteur toujours très agréable et très franc. Alors maintenant, deux points. Je vous trouve excessivement dur et inutilement dur avec la politique économique française et excessivement tendre avec la critique des institutions européennes qui sont à mes yeux parfaitement dysfonctionnelles. Je parle des institutions de la zone euro. Sur la France, vous ne pouvez pas dire, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est que des mots. Il y a déjà des choses qui sont faites. On ne peut pas dire le contraire. Le CICE, il est fait. C'était déjà la politique de l'offre. Le crédit d'impôt recherche, il n'a pas été modifié. C'est aussi de la politique de l'offre. Donc, je vous trouve excessivement sévère de ce point de vue-là. Le virage a été pris. Vous semblez l'approuver. Mais vous ne pouvez pas dire que ce ne sont que des mots. Des choses ont été faites. À présent, sur l'Europe, la question qui se pose dans les 30 ou dans les 20 ou 30 ans qui viennent, c'est aussi quelle va être l'attitude de l'Allemagne. Le couple franco-allemand est certainement, et ça vous en conviendrez probablement, le cœur de l'histoire à venir. Est-ce que l'Allemagne va se remettre à dépenser, à consommer? Parce que le FMI, dont vous nous avez dit à juste titre qu'il serait probablement encore présent en 2040, nous dit quoi sur l'Allemagne? Nous dit que l'Allemagne est un peu le coucou commercial du monde. C'est celui qui vient faire son nid dans la demande des autres. Et il y a là tout de même un problème. Est-ce que l'Allemagne va changer d'attitude économique? Je ne dis pas ça de manière anti-allemande. J'aime énormément ce pays, sa culture, et je pense que l'avenir de la France dépend de l'avenir de l'Allemagne. Mais l'inverse est vrai aussi. Nicolas Bavray. 3 réponses rapides. D'abord, sur ce qui a déjà été fait, moi je crois aux faits. Aujourd'hui, certes, il y a eu le CICE, mais ce qui importe, c'est que le taux de marge des entreprises françaises, il est à 27%. C'est le plus bas historique. Le taux d'autofinancement, il est à 75%. C'est le plus bas historique. Et en face, en Allemagne, c'est 42% pour le taux de marge, 125% pour l'autofinancement. Donc, tant qu'on n'a pas augmenté les marges des entreprises et leur permettre d'investir, on ne peut pas rétablir la compétitivité. La réalité, c'est que ce que dit la note Moody's comme le FMI aujourd'hui, la compétitivité des entreprises françaises, pour l'instant, elle continue à se dégrader. Donc, il faut arrêter ça extrêmement vite. Sur l'Allemagne, là encore, c'est la même chose. L'Allemagne peut très bien, si elle s'endort et si elle arrête de bouger, il peut lui arriver. D'ailleurs, c'était l'homme malade de l'Europe il y a 10 ans. Donc, c'est bien dire que les choses, là encore, ne sont absolument pas écrites. Mais l'Allemagne, par rapport aux critiques que vous faites, elle a déjà bougé. Quand on regarde, là encore, l'augmentation des salaires en Allemagne depuis 3 ans, 3% par an. Taux d'inflation en Allemagne, pays qui déteste l'inflation, 1,6, alors que c'est 0 dans l'Europe du Sud. Donc, on est bien d'accord sur le fait que pour sortir l'euro de ces problèmes, il faut qu'il y ait de la reflation en Allemagne et de la restructuration en Europe du Sud. Et donc, de ce point de vue-là, le SMIC en 2017, ça vous paraît suffisamment tôt ? Le fait qu'il y ait un salaire minimum en Allemagne. Oui. En 2017, ça vous paraît on peut discuter. Le bon rythme. Oui, mais si vous voulez, c'est quand même pas, là encore, hein, il y a la démocratie allemande, il y a un accord de coalition, c'est la manière dont fonctionnent les institutions allemandes. Ils ont décidé effectivement qu'il y aurait le salaire minimum en soi, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ils ont décidé qu'il y aurait 2 ans pour le tester. Là où je pense que c'est quand même pas stupide, c'est que chez nous, prenez l'exemple du RSA, le revenu... Donc un revenu minimum qui était censé favoriser l'insertion. On était censé faire des expérimentations, on ne les a pas faites parce qu'on a voulu mettre en place la mesure tout de suite. Bref, aujourd'hui c'est un vrai désastre RSA. Donc le fait de prendre son temps et de procéder de manière méthodique à l'allemande, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. 3e réponse rapide sur l'euro. L'euro, effectivement, a été créé avec des institutions qui sont insoutenables. Pourquoi ? Parce que on sait qu'il faut 5 conditions. Un gouvernement économique, une banque centrale qui soit en prêteur en dernier ressort, de la solidarité, du contrôle budgétaire, mobilité, travail et capital. Il n'y avait rien de tout ça dans Maastricht. Le truc était voué à la catastrophe. On est allé à la catastrophe. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la crise soit complètement derrière nous, mais on peut dire qu'on a progressé sur le gouvernement économique, servi aussi par l'éloignement britannique. La BCE, ça c'est merci monsieur Draghi. Maintenant, on a une banque centrale qui est un vrai prêteur en dernier ressort pour les banques et pour les États. Solidarité, on a ce fonds, le mécanisme de solidarité. On a le traité budgétaire, on a un début d'union bancaire et on a de la mobilité du travail sous la contrainte de la crise avec les jeunes Européens qui vont s'installer en Allemagne. Donc, c'est loin d'être terminé, mais on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Non, je ne dis absolument pas qu'il ne s'est rien passé, et vous avez raison, mais on est encore très très loin du compte. Mais surtout, je voudrais faire remarquer que les 2 pays dont vous avez fait l'apologie juste avant que je vous pose des questions, le Royaume-Uni et la Suède, sont des pays qui n'ont pas l'euro.
qui ne sont pas dans l'euro. Et notamment pour l'un d'entre eux, le Royaume-Uni, qui est démographiquement celui qui nous est comparable, pas la Suède naturellement. Le Royaume-Uni a fait de la dévaluation, fait de l'endettement des ménages comme au pire moment qui avait précédé la crise de 2008. La politique économique du Royaume-Uni, c'était la politique économique qui était conduite par dans les pires scénarios occidentaux au début des années 2000. C'est difficile d'y voir tout de même un modèle ou un exemple à suivre. C'est ce que j'ai dit, c'est certainement pas un modèle. Nicolas Il y a Bavry. toujours des enseignements à tirer, mais le fait qu'il y ait des enseignements, ça ne veut pas dire que c'est un modèle. Ce qui est intéressant chez les Britanniques, c'est qu'ils sont en train de réindustrialiser. Et si vous regardez le discours de Cameron, au-delà du tapis rouge, qui est une provocation vis-à-vis des Français, David Cameron à Davos a dit qu'il veut faire du Royaume-Uni le pays des relocalisations. Quand on regarde l'industrie automobile britannique, elle a construit 1,3 million de véhicules l'an dernier. Il y a l'usine Nissan qui se trouve à Sunderland, est l'usine la plus productive d'Europe. Elle a construit 501 000 véhicules en un an. Et donc, il ne faut jamais sous-estimer le côté britannique. Oui, il y a une part de bulle sur l'immobilier et la bourse britannique, c'est tout à fait juste, et sur les marchés d'actions. Mais les Britanniques sont aussi en train de travailler sur la productivité, et y compris en matière industrielle. Et donc, mais c'est pas un modèle, c'est vrai qu'ils sont pas dans l'euro. Et puis, mais ils jouent leurs atouts. Le Royaume-Uni était dans une situation désespérée. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas faire marcher le Royaume-Uni sans l'immobilier et sans la City. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait pour les remettre en route. Mais ils ont travaillé aussi sur tout le reste de leur économie, y compris le tourisme, puisque Londres, maintenant, a plus de visiteurs que Paris. Alors, certes, avec les Jeux Olympiques, mais c'est quand même une situation assez surprenante. Stéphane Rosès. Oui, Nicolas Bavray, vous êtes forcément surpris de la constance de vos diagnostics. Ça a été dit, vous avez été sans doute en avance par rapport à beaucoup sur votre constat du recul et du déclin de la France. Il y a des gouvernements de droite, il y a des gouvernements de gauche, et pour autant, vous pouvez avoir le sentiment que la France, par rapport à d'autres pays, vous venez de citer l'Angleterre, ne progresse pas beaucoup dans son redressement. Et je voudrais revenir à la chronique de Brice Couturier et à votre propos sur qu'est-ce que l'histoire. Le Sourne dit il y a des discontinuités dans l'histoire. C'est peut-être les discontinuités du réel. Mais par contre, n'y a-t-il pas des continuités dans les peuples, pour chacun des peuples, dans sa façon de s'approprier le réel? Est-ce que votre difficulté à vous faire entendre ne vient pas du fait qu'on peut partager intellectuellement vos analyses sur l'évolution de la situation, sur la prospective, mais justement, la façon des Français de s'approprier le réel est souvent contraire à la façon dont vous, ou ceux qui veulent résister à la mondialisation, décrivent le réel, comme si la France, c'était l'extérieur qui s'imposait à elle. Or, depuis des siècles, la France va chercher dans l'extérieur la solution de ses problèmes. C'est exactement le contraire de l'Angleterre. Vous disiez à la seconde, l'Angleterre a su utiliser ses ressources. Elle n'est pas dans l'euro. L'Angleterre ne va pas chercher dans l'extérieur la solution à ses problèmes, parce que les Anglais sont suffisamment conscients de leur moi, de ce qu'ils sont, pour utiliser leurs atouts. Or, le paradoxe, c'est que dans vos descriptifs, Nicolas Bavray, vous semblez toujours dire à la France « mais vous allez mourir, adaptez-vous à l'extérieur ». Et ce faisant, vous enfoncez encore plus le moral et le mental des Français, parce que entre périr et renoncer à ce que l'on est, on préfère périr à petit feu. Alors, Nicolas Bavray. 3 réponses rapides. Sur les discontinuités, évidemment, et d'ailleurs, il y a beaucoup de discontinuités d'ici à 2040 dans les lettres béninoises. Il y en a pour la France, il y en a pour l'Europe, il y en a pour le monde, et pas dans un sens forcément attendu. Par exemple, l'Algérie se redresse brillamment. Deuxièmement, droite et gauche, le problème fondamental, c'est le déni du dérapage de notre pays et incompréhension du monde extérieur. Pour ce qui est de ce que j'essaie, je ne suis pas du tout, au contraire, c'est la classe politique française qui fait le détour par l'extérieur, notamment par l'Europe. Comment est-ce qu'on a gâché l'idée européenne en France en n'arrêtant pas de dire, mais il va falloir faire des réformes sur la compétitivité, sur les dépenses publiques, à cause de l'Europe qui nous y oblige. C'est pas du tout l'Europe qui nous y oblige. On ne peut pas continuer à avoir une dette publique qui est passée de 20% du PIB en 1980 à 95% du PIB à la fin de cette année. On ne peut pas avoir
avoir le dernier budget en équilibre qui remonte à 1973, et un pays, la dernière fois que le chômage a été à 7%, c'était en 1977. Donc c'est pour nous qu'il faut bouger. Et ma démarche, elle est exactement contraire. Contrairement à ce que vous expliquez, la France, elle n'a pas bougé par l'extérieur. La dernière fois qu'elle a vraiment bougé, c'était en 45 et puis ensuite en 58. Et qu'est-ce qu'on a fait à cette époque-là ? On a réussi à trouver un modèle français dans la structure de l'époque qui était d'un côté la guerre froide, la construction du marché commun à partir de 57. Quand De Gaulle arrive au pouvoir, je vous rappelle que tout le monde est persuadé qu'il va arrêter tout de suite le marché commun. Il dit exactement l'inverse. Non, on va le faire, mais debout et en accélérant. Parce qu'on se projette dans l'avenir et l'espace européen. Mais bien sûr, mais... Or, aujourd'hui, l'Europe, c'est le contraire. Mais pas du tout. L'Europe, pour la plupart c'est une structure politique et mentale dans laquelle on s'est installé, selon laquelle l'Europe veut détruire la France. C'est absolument pas vrai. Il n'y a aucune raison, d'ailleurs. Il suffit de regarder une partie de la France qui marche bien, c'est notamment parce qu'elle s'est repositionnée dans l'Europe sans difficulté. Et c'est vrai pour des institutions publiques, mais aussi pour un certain public ou privé. Vous avez un certain nombre d'établissements d'enseignement, et pas seulement des grandes écoles, qui rayonnent en Europe et dans le monde parce qu'ils ont et Erasmus fonctionne très bien. Donc, si vous voulez, c'est cette structure politique et morale qu'il faut. L'Europe n'est pas là du tout pour casser la France. Elle dit par ailleurs des choses qui sont souvent vraies et dont il faut tenir compte. Et c'est la même chose pour la mondialisation. Donc, cette technique du bouc émissaire, selon laquelle ce sont l'Allemagne, l'Europe et la mondialisation qui veulent tuer la France, c'est une structure qui est totalement fausse. Est-ce qu'elle ne vient pas justement, Nicolas Bavray, du fait qu'on mésestime nos atouts et nos handicaps à partir de ce que nous sommes, nous. Mais il faut dire ce que nous sommes. Votre critique de l'État fait, je dirais, fi de tout ce qui est la question de la symbolique de l'État depuis des siècles, nonobstant l'efficacité économique de l'État. Je n'en fais absolument pas fi. Et d'ailleurs, Alassane Bono, c'est ce qui est intéressant, il est porteur de ces valeurs de la République que la politique française n'assume plus. La liberté, qui est quand même première dans la devise de la République, qu'on oublie tous. Alors l'égalité et la fraternité. Il y a au moins deux des termes qui aujourd'hui n'existent plus. Vous avez passé un peu vite sur l'égalité. Non, mais l'égalité, au moins dans les discours, elle est extrêmement présente. Dans les faits, il suffit de regarder ce qui se passe dans l'éducation, regarder le rapport... Alors, on est abreuvé du discours d'égalité sur l'éducation, et dans la réalité, on s'aperçoit que là encore, d'où l'utilité... pas des modèles extérieurs, mais des évaluations extérieures avec les enquêtes PISA, on voit très bien que le problème majeur du système éducatif français, sur lequel on déverse par ailleurs beaucoup d'argent, c'est la croissance des inégalités. Et donc, mon problème de l'État, c'est qu'il coûte de plus en plus cher et qu'il ne remplit plus les fonctions qu'il est censé remplir. Et y compris dans l'éducation où c'est fondamental parce que un des points qui est le plus préoccupant de notre pays, c'est le sort de la jeunesse avec le problème du chômage et surtout les 180 000 jeunes qui ne savent ni lire ni écrire ni compter et qu'on produit chaque année et qu'on lance, dont on va faire effectivement des désespérés. Brice Couturier. Oui, alors pour parler des modèles étrangers, il y en a un qui m'intéresse de près, c'est l'Abenomics japonais. Vous plaidez, Nicolas Bavray, pour un euro faible. Monsieur Abe, le Premier ministre japonais, a voulu, lui, un yen faible pour doper la compétitivité de son pays, le Japon. Résultat, on vient d'avoir les chiffres cette nuit, ils sont catastrophiques. Le commerce extérieur japonais a plongé. Pourquoi ? Parce que les Japonais importent leurs énergies, un peu comme nous. Peut-être moins parce qu'eux, ils ont dû mettre fin à certaines centrales comme celle de Fukuyama. Mais le résultat... Fukushima, pardon, enfin, on peut pas ne pas voir qu'effectivement leur commerce extérieur s'est détérioré, contrairement aux espérances qui étaient celles de ceux qui plaidaient pour un yen faible. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Je dis qu'évidemment, le Japon n'est pas un modèle. Le Japon est dans une situation extrêmement particulière. D'abord, il sort de 20 ans de déflation. Et ça, c'est le seul... nous y rentrons. Nous, on va essayer de ne pas y rentrer. L'objectif, c'est de ne pas y rentrer. Deuxièmement, comme vous l'avez rappelé, il y a cette catastrophe épouvantable de Fukushima avec le fait que le Japon a dû arrêter les centrales nucléaires qui
représentait à peu près la moitié de la production électrique, et faire appel massivement au pétrole et au gaz qui sont importés. Le dernier élément qui est très important, c'est que la dette publique japonaise est extravagante, elle fait 250% du PIB. Pourquoi est-ce que le Japon n'implose pas financièrement? Parce que c'est une dette qui était portée par les Japonais et parce que le Japon était en excédent commercial structurel. Avec le choc énergétique, il est devenu déficitaire sur le plan de son commerce extérieur. Et du coup, c'est bien vrai que le Japon rentre dans une période de vulnérabilité, de turbulence financière potentielle, d'autant que le doublement de la masse monétaire, Abe l'a fait, la dévaluation du yen, la relance du budget, 10% du PIB, il l'a fait, les réformes structurelles, elles ne sont pas faites. Donc, il y a une menace sur le Japon, et puis il y a les tensions géopolitiques avec la Chine. Moi, je voudrais revenir sur une phrase aussi qui est passée très vite, mais n'étant pas économiste, j'aurais tout de même la soumettre à ceux d'entre vous qui connaissent bien le dossier. Vous avez quand même dit très vite que le RSA, revenu de solidarité active, était un désastre. Thierry Pêche, c'est un désastre, le RSA? Le désastre, c'est certainement excessif, mais en termes d'incitation au retour à l'emploi, c'est pas une victoire du tout. Si c'est ça que vous voulez dire, Nicolas Bavret, ça n'est pas faux. En même temps, le constat est fait dans une période où il y a peu de création d'emplois et où donc l'expérience est probablement biaisée. Mais ce que j'aurais voulu critiquer dans ce que vous disiez du RSA, c'est plutôt le passage du SMIC au RSA. Parce que moi, je vous parlais du SMIC, vous m'avez répondu RSA. Le SMIC allemand, l'expérience a été faite partout en Europe sur le SMIC. L'Allemagne est un des seuls pays d'Europe qui n'a pas de SMIC aujourd'hui. Alors, c'est pas un des seuls pays, puisqu'il y a à peu près moitié-moitié, mais non, il y a un impact sur l'Allemagne. À part les Scandinaves et l'Italie, tout le monde a un SMIC en Europe. Non, si vous regardez... Ils sont très différents, mais... Le salaire minimum, c'est à peu près moitié-moitié. Et en revanche, là où l'Allemagne est un cas très particulier, c'est qu'il y a quand même il reste des niveaux de productivité extrêmement différents entre la partie occidentale et puis la partie de l'ex-RDA. Donc là où les Allemands n'ont pas tort de prendre aussi leur... c'est que de ce fait-là, il y a un risque très important d'avoir des suppressions d'emplois, notamment dans la partie de l'ex-RDA où la productivité est plus faible. Voilà pourquoi il y a cette spécificité allemande, en tout cas, qui mérite de regarder cette question du salaire minimum en fonction de cette histoire très particulière. Nicolas Bavret, puisque vous faites novelliste, voire romancier, après tout, il y a d'autres romanciers qui ne voient pas la même définition derrière les mots de ce qui serait peut-être notre salut ou le redressement. Je voudrais quand même vous citer John Berger, romancier, poète, critique d'art dans l'Humanité d'aujourd'hui, qui lui décrypte tout de même le vocabulaire de François Hollande d'une autre manière et qui d'ailleurs accuse les médias d'avoir paré au plus pressé en meublant, écrit-il, avec d'insignifiantes diversions, un silence qui pourrait inciter les gens à s'interroger les uns et les autres sur le monde injuste dans lequel nous vivons. Et donc ainsi, John Berger, lui, relève tout de même que, pour ajouter à la confusion, le sens d'un certain nombre de mots a été transformé, voire inversé dans l'opinion publique sous la dictature globale du capitalisme financier. Ainsi, le libéralisme, par exemple, dit John Berger, qui se référait naguère à la tolérance et aux libertés civiles, désigne aujourd'hui un ordre mondial où les millionnaires se multiplient. L'an dernier, il y en avait 100 000 de plus, et où les nécessiteux touchent quant à eux de moins en moins, tandis que plus de la moitié de la population mondiale se bat pour vivre avec $2 par jour. Le progrès veut dire maintenant le démantèlement systématique de toute forme organisée de solidarité, et productivité signifie désormais profitabilité. L'ancienne résistance a pris aujourd'hui le nom de terrorisme. On ne parle plus de massacre, mais de dommages collatéraux. Alors sur la perversion du langage, je le rejoins, c'est-à-dire quand on regarde aujourd'hui la manière dont certains mots sont utilisés, c'est vrai qu'on voit très bien que souvent il y a une incapacité à appeler les choses par leur nom. Sur le libéralisme, il y a plusieurs formes de libéralisme. Il y a le libéralisme politique à la française qui reconnaît la place de l'État, la place de l'intérêt général. Il y a l'utilitarisme britannique. Et puis, il y a les libertariens qui, eux, sont déchaînés contre l'État. Donc je crois qu'il faut savoir de quel libéralisme on parle. Celui dans lequel je me reconnais moi, c'est la tradition française du libéralisme politique. Sur les inégalités, par ailleurs, on sait tous qu'il y a un problème, c'est-à-dire que la mondialisation a fait sortir 1 milliard d'hommes de la pauvreté, c'est remarquable. Les inégalités entre les pays se sont réduites, mais à l'inverse, les inégalités à l'intérieur des pays se sont creusées, et dans le monde développé et dans le monde émergent, et c'est clairement un des grands défis du XXIe.